Christine se fait harceler depuis des semaines par un ex qui ne veut pas passer à autre chose. Les messages sont de plus en plus terrifiants jusqu'au jour où un drame survient. Mais l'enquête de police révèle un retournement de situation des plus surprenants. Je vais vous raconter son histoire. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi aux États-Unis et plus précisément dans l'État du Colorado, un État qui se situe à l'ouest du pays et qui est connu pour son désert, ses canyons ainsi que ses montagnes rocheuses. À flanc de ces fameuses montagnes se trouve la ville de Boulder qui est perchée à 1600 mètres d'altitude et qui compte environ 100 000 habitants. C'est une ville qui est surtout connue pour être une ville étudiante puisque c'est là que se trouve la plus grande université de tout l'État du Colorado. Et il y a également dans cette ville de nombreux instituts de recherche, donc beaucoup d'étudiants et de scientifiques. C'est là qu'est née et a grandi Christine Grimsrud avec ses parents et son frère. Bon, ses parents ont divorcé, ils ont refait des enfants de leur côté, donc elle a des demi-frères et demi-sœurs, mais la famille n'a pas éclaté pour autant. Christine est restée très proche de tout le monde, elle adore sa famille, ils sont très importants pour elle. C'est une fille gentille et généreuse avec un rire communicatif et elle est tellement chaleureuse qu'elle met tout le monde à l'aise, peu importe la situation. Christine est passionnée par les arts du spectacle, plus précisément la danse moderne. Ça lui a permis de développer son côté créatif. Et pourtant, Christine est aussi quelqu'un de cartésien, puisque depuis toute petite, elle s'intéresse aux sciences. Au lycée, ses résultats brillants lui permettent de décrocher une bourse d'études et elle rejoint par la suite une école d'ingénieurs. Toujours à Boulder, elle est restée là-bas. Elle obtient une licence en ingénierie biochimique et dans la foulée, elle rejoint l'entreprise Agilent Technologies, une entreprise qu'elle ne quittera jamais. C'est une entreprise qui développe des instruments de mesure et Christine y a un poste plutôt important qui va avec beaucoup de stress, une charge de travail assez intense, mais c'est quelque chose qui lui convient très bien, d'autant plus qu'elle a le droit d'exercer son métier 100% en télétravail. Je vous ai déjà dit que Christine est très famille, donc pour elle, c'est vraiment une chance de pouvoir rester à la maison et pouvoir passer un peu plus de temps avec ses enfants. Alors certes, elle est en train de travailler à la maison, mais bon, ça lui permet d'aller vite fait les chercher à l'école et de les voir un petit peu plus que si elle était obligée de se rendre au bureau en rajoutant le temps de transport, etc. Oui, parce qu'elle a 3 enfants, 2 filles et un garçon. 3 enfants qu'elle a eus avec un homme qu'elle a rencontré en 2001 et qu'elle a épousé en 2003, homme qui s'appelle Daniel Krug. Daniel a le même âge qu'elle et lui aussi a une bonne situation puisqu'il s'occupe des finances pour tout le district. Donc c'est quand même un poste très important. Ils ont tous les deux une bonne situation et ils vivent dans une grande maison dans la ville de Broomfield. Donc ils ont quitté Boulder pour une ville qui se situe à seulement 20 minutes de Boulder, donc ils sont restés dans le coin. Au moment de notre histoire, en 2023, Christine et Daniel sont tous les deux âgés de 43 ans. Et leurs enfants ont 14, 11 et 8 ans. Leur identité est protégée, donc je ne peux pas vous donner leur prénom ou vous montrer leur visage, mais bon, c'est pas très important. En tout cas, ce sont vraiment des enfants à leur maman, ils sont très très proches de Christine qui les aime plus que tout au monde. Ces enfants sont sa plus grande passion. Et d'ailleurs, elle leur a transmis ses centres d'intérêt puisque ces 2 filles sont toutes les 2 fans de danse, tandis que son garçon est, comme elle, fan de sciences et de technologie. Christine mène une vie à 200 à l'heure entre le travail et les enfants et quand elle a du temps libre, au lieu d'en profiter pour prendre du temps pour elle, pour se détendre un petit peu, eh bien elle passe encore du temps avec ses enfants. Elle veut qu'ils soient le plus heureux possible. Donc elle essaye de faire attention à leur centre d'intérêt, de faire des choses qui vont leur faire plaisir. C'est vraiment toute sa vie. Mais bon, finalement, la vie que mène Christine est une vie plutôt classique. Il y a beaucoup de mères de famille dans le monde qui vivent une vie similaire quand soudain, le 2 octobre 2023, elle reçoit un message de son ex. Un message plutôt anodin, mais qui va tout faire basculer et qui n'est que le début d'un véritable enfer. Il est 13h le 2 octobre 2023 quand Christine reçoit le message suivant. Salut Christine, c'est Anthony. J'espère que ça ne te dérange pas que j'ai trouvé ton numéro. Je vais à Boulder de temps en temps et je me demandais si on pouvait se voir, ça te dit ? Anthony est un homme qu'elle a fréquenté très brièvement en 1999, donc ça date.
C'était une amourette qui pour elle n'avait pas beaucoup d'importance, mais qui a beaucoup plus marqué la vie d'Anthony. Anthony a eu énormément de mal à se remettre de leur rupture. Pour Anthony, Christine était son premier amour, et vous savez comment sont parfois les hommes avec leur premier amour, ils n'arrivent pas à l'oublier, ils l'idéalisent complètement, et c'est le cas d'Anthony, donc régulièrement il revenait vers Christine pour essayer de la reconquérir. Bon, je dis régulièrement, mais les messages sont quand même très espacés, puisqu'elle en a reçu en 2002, puis ensuite en 2005, en 2010, et enfin en 2016. Ce dernier échange de 2016 s'est plutôt mal passé, puisqu'Anthony lui parlait comme s'ils étaient limite en couple. Il disait à Christine qu'elle était la femme de sa vie, que ses parents étaient heureux qu'ils soient toujours en contact. Donc Christine trouve ces messages très effrayants puisque c'est quand même bizarre d'envoyer ça à quelqu'un avec qui tu as eu une brève relation 17 ans auparavant. Donc elle lui dit que ces messages sont très bizarres, que ça la met très mal à l'aise, qu'elle est une femme mariée, qu'elle a des enfants, qu'elle est comblée dans sa vie de femme et de maman et qu'elle ne souhaite pas qu'il lui renvoie ce genre de messages. Anthony réagit de manière complètement dramatique, comme s'il avait le cœur brisé, comme si elle venait de rompre avec lui. Il se met à répondre comme s'il ressentait une tristesse infinie, qu'il était vraiment mal, et puis il la bloque. Après ça, Christine n'a plus jamais eu de nouvelles avant ce 2 octobre 2023, soit 7 ans après qu'il l'ait bloqué. Même si le message qu'Anthony a envoyé n'est pas bien méchant, Christine trouve bizarre qu'il la contacte par SMS. En effet, elle a changé de numéro depuis bien longtemps. D'habitude, Anthony la contactait par Facebook. Bon, elle a supprimé son Facebook pendant le Covid, donc ce n'est plus possible. Mais quand même, c'est bizarre. Elle ne voit pas comment il a pu obtenir son nouveau numéro. Mais d'un autre côté, elle se dit qu'elle a un prénom et un nom de famille qui sont quand même peu communs. Donc sûrement qu'on peut la retrouver facilement sur Google. Elle ne se pose pas plus de questions que ça. Elle ignore le message d'Anthony, se disant que comme d'habitude, il la recontactera dans plusieurs années. Mais cette fois, c'est différent. Christine se met à recevoir des messages quasiment quotidiennement. Soit des SMS, soit des emails. Anthony change régulièrement de numéro et d'adresse email pour la contacter comme s'il cherchait à couvrir ses traces. Et ce sont majoritairement des messages à caractère sexuel. Les messages sont très crus et bien qu'ils ne soient pas menaçants, ça reste très désagréable de recevoir des messages à caractère sexuel non sollicités, surtout de manière aussi rapprochée. Donc Christine commence à être un peu agacée, mais le pire est à venir puisque les messages deviennent carrément menaçants. C'est le 31 octobre, le jour d'Halloween, que Christine estime que les messages sont devenus assez effrayants et rapprochés pour qu'elle en informe la police. En effet, elle a l'impression qu'Anthony la suit, puisqu'elle reçoit des messages qui contiennent des informations très précises sur sa vie, comme s'il l'avait vu faire certaines choses, qu'il était au courant de choses qu'elle n'a pourtant dit à personne. C'est très bizarre. Et elle en a la confirmation quand un jour, il lui envoie une photo de son mari, Daniel, en train de sortir de sa voiture sur le parking de son entreprise. Et la photo est accompagnée du message suivant. C'est ton mari? Il conduit comme une petite vieille. J'en reviens pas que tu veuilles sucer sa et pas la mienne. Faut qu'il fasse bien attention quand il est au volant. Il faudra qu'il vérifie qu'il n'y a rien dans son pot d'échappement. Malgré le fait qu'il s'agisse clairement d'une menace de mort, il parle de mettre quelque chose dans le pot d'échappement de Daniel, les policiers ne prennent pas ce harcèlement très au sérieux. Ils voient bien que Christine est mal, qu'elle a peur, et ils prennent quand même la mesure de ce harcèlement, mais ils lui disent qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose, et lui conseillent simplement de se procurer une arme à feu, de garder ses portes et ses fenêtres bien fermées à tout moment de la journée, et de demander une ordonnance de protection contre Anthony. Par contre, si jamais le harcèlement empire ou que Anthony passe à l'acte et fait quelque chose de plus grave, alors là, oui, ils pourront intervenir et il faut qu'elle les contacte immédiatement. Christine, qui jusque-là était restée assez discrète sur la situation, décide d'en parler à son mari Daniel, puisqu'il est directement visé par les menaces. C'est compliqué en fait entre Christine et Daniel, c'est pour ça qu'elle ne lui en avait pas parlé avant. Christine et Daniel vivent ensemble, ils s'occupent ensemble des enfants, mais ils sont plus ou moins séparés. Il n'y a plus rien entre eux, plus de tendresse,
Ils font chambre à part et ça fait 1 an que Christine raconte partout qu'elle veut divorcer et qu'elle ne se considère plus en couple avec son mari. Elle ne reste que pour les enfants. La source principale de leurs disputes, de leurs différends, ce sont les enfants. En effet, Daniel a un caractère que Christine juge trop explosif. Il n'a pas de patience avec les enfants et il leur fait subir des violences éducative, ce qui rend Christine malade. Elle aime tellement ses enfants qu'elle ne supporte pas une seule seconde de voir quelqu'un lever la main sur eux, ça la rend folle. Il est hors de question qu'elle accepte cette situation, donc elle compte quitter Daniel. Mais le problème, c'est qu'elle a peur que ce soit lui qui ait la garde des enfants ou qu'ils aient une garde partagée et que finalement, elle ne puisse plus protéger ses enfants puisqu'ils vont se retrouver seuls avec leur père. Donc, ce qu'elle a décidé de faire, c'est de rester le temps de constituer un dossier pour partir de manière plus intelligente. C'est pour les raisons que je viens d'évoquer que Christine a tardé à parler à son mari de cette histoire de harcèlement. Ce n'est pas forcément une personne à qui elle aime se confier, mais bon, elle n'a plus le choix, donc elle le fait. Et Daniel prend les choses très au sérieux, ils décident d'agir tous les deux pour protéger leurs enfants et pour se protéger eux-mêmes. Donc ils installent des caméras tout autour de la maison. Daniel se procure un bâton télescopique, une matraque si vous préférez, tandis que Christine se procure un pistolet et ils expliquent les nouvelles règles aux enfants, notamment de rester toujours ensemble quand ils sortent de la maison et de bien faire attention à ce que les portes soient verrouillées. Pendant ce temps, les messages que Christine reçoit sont de pire en pire et ils semblent tout particulièrement viser Daniel, puisqu'Anthony lui dit régulièrement de tuer son mari ou que lui va le tuer, ou alors il demande aussi à Christine de se donner la mort, mais en tout cas c'est surtout visé contre Daniel, c'est des choses méchantes contre Daniel. La pauvre Christine devient complètement paranoïaque, elle a peur de mourir. Et tous les matins, quand elle prépare le petit déjeuner de ses enfants, elle ne peut pas s'empêcher de se dire « et si c'était la dernière fois ?» Elle retourne voir la police, parce qu'elle ne peut pas rester dans cette situation, ce n'est pas possible. Et cette fois, la police va prendre les choses un peu plus au sérieux. Mais avant de passer à la suite de l'histoire, voici quelques-uns des SMS et emails qu'elle a reçus, afin que vous puissiez vous faire une idée de l'enfer qu'a vécu cette famille. Eh beauté, je ne peux plus te rendre visite. Je ne peux plus venir dans le Colorado. Ma petite amie ne veut plus qu'on se voit sans elle. Elle dit que tu vas me balancer à la police après avoir tué ton mari. Mais elle ne te connaît pas comme moi je te connais. On a une nouvelle maison avec plein de chambres sur la côte Est. Elle dit que tu peux emménager avec nous. On aime les plans à 3. Tue ton mari et viens. Ta plaque d'immatriculation a expiré. Tu devrais régler ça. Toi et ton mari seriez intéressés par un plan à 3 ? Sale p***. Tu devrais te suicider. Ne me fais pas perdre mon temps. Il ne te mérite pas et tu le sais. Il ne te satisfait pas. C'est pour ça que tu gardes contact avec tous tes plans cul. Avoue que personne n'a su te satisfaire depuis moi. Je te vois draguer les serveurs. Tu les supplies presque de te Tu te lèches les lèvres et t'as les seins à l'air. Je sais pas combien de plans cul tu as, mais je vais te sauver. Ta place n'est pas dans cette grande maison. Elle est à mes côtés. Je vais te débarrasser de lui et après, on pourra être ensemble. C'est si facile. Ça doit être un nain attardé qui se charge de la sécurité à son boulot. Il me laisse me garer là-bas et entrer dans le bâtiment. Ça fait des semaines que j'y suis. Fais-moi un signe et il ne rentrera pas à la maison. Toutes les femmes mariées que j'ai vous laissent débarrasser de leur mari. Je le ferai pour nous. Aide-moi à me débarrasser de lui, puis on pourra être ensemble. C'est ce que tu veux. Je planifie une superbe journée d'anniversaire pour toi. Ça sera juste toi, moi et une vingtaine d'amis. Je sais que t'es une putain sale. Je te traiterai bien. Tu peux être une avec moi et je te baisse. Tu ne veux pas d'une fausse vie de femme mariée. Tu veux faire du sale. Aide-moi à me débarrasser de lui et on s'enfuit ensemble. Je sais qu'il t'empêche de me parler. Tu ne veux pas de lui, je sais que c'est moi que tu veux. Christine a gardé précieusement tous les messages qu'elle a reçus. Elle a tout organisé dans un dossier. Christine, c'est une femme très intelligente, très organisée. Donc elle a vraiment noté la date et l'heure de tout ce qu'elle a reçu. Elle a noté également toutes les interactions qu'elle a pu avoir avec des gens dans la rue ou des gens de son entourage, au cas où des personnes de son entourage seraient complices, puisqu'il y a des informations qu'Anthony a qui sont assez étranges. Donc elle a tout noté, les personnes qu'elle a vues la suivre, les personnes à qui elle a parlé, qu'est-ce qu'elle a raconté à telle ou telle personne.
Elle a également payé un service en ligne pour avoir des informations supplémentaires sur Anthony et notamment la voiture qu'il conduit. Donc là, pareil, elle regarde tout le temps les voitures qui se trouvent autour de sa maison, elle note les plaques, elle cherche si une voiture du même modèle que celle d'Anthony est aux alentours et elle a tout compilé dans un dossier qu'elle remet aux policiers. Comme je vous l'ai dit, cette fois, ils prennent les choses un peu plus au sérieux. Ils décident d'enquêter et ils interrogent également Daniel ainsi que le père de Christine. Tous les deux se disent très inquiets et demandent aux policiers de faire quelque chose. Au cours de leur enquête, les policiers découvrent des informations qui remettent complètement en cause cette histoire de harcèlement. Et ils acquièrent la certitude que la personne qui harcèle Christine n'est pas son ex Anthony, mais quelqu'un d'autre. Malheureusement, ce genre d'enquête prend du temps, il faut demander des autorisations pour avoir accès à telle adresse IP, à tel historique de conversation. Donc avant qu'ils aient pu prouver que leurs doutes étaient avérés, ils reçoivent un appel de Daniel complètement paniqué. On est le 14 décembre 2023 aux alentours de midi quand Daniel appelle les secours. Alors pas les secours urgents, il appelle directement la police en leur demandant d'aller vérifier au domicile si Christine va bien. En effet, il a reçu un message de sa part dans la matinée qui lui demandait d'aller chercher leur fille à l'école parce qu'elle avait rendez-vous avec l'inspecteur Martinez. L'inspecteur Martinez, c'est l'inspecteur qui est en charge de l'enquête sur le harcèlement. Il dit qu'il a répondu à ce message en répondant qu'il n'y avait pas de souci, qu'il allait récupérer leur fille, mais qu'ensuite, ce qui est bizarre, c'est qu'il a continué à lui envoyer des messages, à essayer de l'appeler, et que Christine n'a pas répondu. Christine, ce matin-là, travaille. Donc, ce n'est pas étonnant qu'elle ne lui réponde pas. Je vous ai dit qu'elle avait un travail très intense. C'est pas le genre de travail où on peut être sur son téléphone en même temps. Vraiment pas. Ça lui arrive fréquemment de ne pas répondre pendant plusieurs heures parce qu'elle est en train de gérer quelque chose de compliqué et qu'elle n'a pas le temps de prendre une pause. Mais allez savoir pourquoi, Daniel a un mauvais pressentiment, il est inquiet. Donc les policiers disent qu'effectivement, ils vont aller jeter un œil à la maison pour voir si tout va bien, et Daniel, dans la foulée, appelle également la maman de Christine. Alors il faut savoir que Daniel n'a pas de très bon rapport avec la famille de Christine, c'est quelqu'un d'assez solitaire, donc il laisse sa femme gérer sa famille. Lui, il participe quand même aux événements familiaux, bien sûr, mais il ne va pas de lui-même contacter la maman, le papa ou le frère de Christine pour discuter avec eux. Ça n'arrive jamais. Donc là, quand la mère de Christine voit qu'elle a un appel de son beau-fils et qu'en plus celui-ci est complètement paniqué au téléphone, ce qui ne lui ressemble pas non plus, puisque c'est quelqu'un de généralement assez discret, assez calme, elle se dit tout de suite qu'il se passe peut-être quelque chose de grave. Donc elle prend la route et elle se rend au 3132 Promontory Loop, l'adresse de la famille Krug à Broomfield. Quand elle arrive sur place, la police est déjà là. Il y a des policiers, surtout dans le garage, qui ont l'air d'être en train de s'activer. Donc elle entre dans le garage, elle demande si tout va bien. Et là, des policiers se jettent sur elle, la tirent précipitamment hors du garage, mais c'est trop tard. Elle a eu le temps d'apercevoir le corps ensanglanté de sa fille gisant au sol. C'est au départ un seul policier qui s'est rendu dans la maison, puisque bon, c'était juste une visite comme ça pour vérifier que tout allait bien, donc il a fait le tour, il a regardé par les fenêtres, et au moment où il a regardé par la fenêtre du garage, il a vu que Christine était au sol, blessée. Donc il a appelé des renforts, mais quand les secours sont arrivés, ils ont tenté de réanimer Christine, mais ça n'a pas fonctionné. Elle a été déclarée morte. Christine a été attaquée par derrière. Elle a été frappée à la tête à plusieurs reprises avec un objet contondant, avant d'être poignardée en plein cœur. Christine, qui est pourtant une femme très forte, avec un caractère affirmé, une femme qui n'est pas du genre à se laisser faire, n'a rien pu faire. Pourtant, je vous rappelle qu'elle avait acheté un pistolet pour se défendre, mais elle a été attaquée lâchement, par surprise. La maman de Christine appelle Daniel en lui demandant de venir tout de suite à la maison. Il arrive rapidement, 10 minutes plus tard, il est sur place et il s'effondre. Il est au sol, à genoux, en train de pleurer, de hurler, de s'accuser de n'avoir pas su protéger sa femme de ce maudit harceleur qui leur pourrissait la vie. Et la maman de Christine tente de le consoler comme elle peut alors qu'elle est elle-même en état de choc.
pourrait être tenté d'avoir pitié de ce père de famille qui va devoir annoncer à ses enfants que leur mère ne reviendra jamais, que leur mère a été assassinée. Mais tout ça, c'est du cinéma. En effet, les policiers sont persuadés depuis début novembre qu'Anthony n'a jamais envoyé un seul message à Christine et que la personne qui la harcelait n'était autre que son mari, Daniel, qui se faisait passer pour Anthony. Bon, le fameux Anthony existe bel et bien, c'est bien un ex de Christine et c'est bien un ex qui a tenté de la reconquérir. Le début de l'histoire était vrai. Il a tenté de la recontacter en 2002, en 2005, en 2010 et en 2016, mais après l'avoir bloquée une fois qu'elle lui a dit qu'elle était mariée et heureuse dans son couple, eh bien, il ne l'a plus jamais recontactée. Ce fameux Anthony vit en Utah. Il faut 6h30 en voiture pour venir de son logement vers le domicile des Krug. Donc bien évidemment, ce n'est pas lui qui a fait le coup. Bon, par acquis de conscience, les policiers locaux décident quand même de lui rendre une petite visite juste après la découverte du corps et Anthony est bien chez lui, en Utah, en état d'ébriété. Imaginez être complètement saoul dans votre salon et puis avoir des policiers qui débarquent pour vous demander si c'est vous qui venez d'assassiner votre ex à qui vous n'avez pas parlé depuis quasiment 10 ans. J'imagine que ça a dû le faire décuver plus rapidement que d'habitude, en tout cas il est innocenté. Mais maintenant qu'il y a eu un meurtre, c'est beaucoup plus facile d'obtenir des preuves. Je vous ai dit qu'au début, c'était compliqué cette histoire de harcèlement, il fallait réussir à obtenir les adresses IP, etc. En fait, je vous explique, admettons que les policiers aient des suspicions par rapport à des conversations sur Messenger. Ils doivent contacter Facebook pour leur demander de leur envoyer les historiques de conversation, les informations qu'ils ont, etc. Mais Facebook, après, c'est eux qui gèrent. Et en fait, ils vont faire en fonction de la gravité de la situation. Si vous leur dites, cette personne-là a envoyé 2-3 messages pas très sympas, bon, ils vont prendre leur temps. Par contre, si vous leur dites, cette personne-là est certainement mêlée à une affaire de meurtre, là, par contre, ils vont se bouger et vous envoyer les choses très rapidement. Donc, c'est ce qui se passe. Et ils ont maintenant la certitude à 200% que la personne qui a commis le meurtre et qui a harcelé Christine n'est autre que son mari, Daniel. Daniel n'est pas en état d'arrestation tout de suite. Il est interrogé et il décide de collaborer, c'est-à-dire qu'il ne fait pas appel à un avocat, il répond aux questions des enquêteurs. Alors il répond pas forcément en disant la vérité, mais il répond. Et là encore, c'est une vraie performance d'acteur, puisque Daniel fait semblant d'être en état de choc. Donc il est là en train de fixer le néant avec un air vraiment anéanti. On a l'impression qu'il vit le pire moment de sa vie, il pleure, il tremble, il répond par des mots au lieu de répondre par des phrases. Par exemple, les policiers lui demandent ce qu'il fait dans la vie, il répond « district ». Et ils lui disent « qu'est-ce que vous faites pour le district ?»« Argent, argent ». Et au départ, les policiers le laissent faire, ils le laissent parler, ils lui posent simplement des questions sur ce qu'il pense qu'il s'est passé. Ils le laissent donner en fait sa version des faits. Daniel décrit aux policiers l'enfer qu'ils ont vécu à cause du harceleur qu'il dit détester tellement qu'il lui donne le surnom de Kickman au lieu de l'appeler par son prénom. Surnom qui a été inventé par sa fille aînée, puisque kick en anglais ça veut dire coup, et en fait elle disait que quand sa maman allait le croiser, elle allait lui mettre une raclée, donc Kickman. Et maintenant qu'on sait que c'est Daniel qui est derrière tout ça, c'est vraiment hallucinant à quel point il est allé loin. Dites-vous qu'il a carrément parlé du harceleur à son patron en lui disant qu'il avait peur à son travail, que le harceleur s'était introduit dans l'entreprise, qu'il fallait faire attention. Il a carrément aussi un jour appelé la police en leur disant qu'il venait de voir un homme s'échapper de son garage. Il a donné la description de l'homme et tout ça. Il a dit qu'il avait tellement peur que cet homme avait volé un double de clés dans la maison et donc il a fait changer toutes les serrures derrière. Je vous rappelle aussi qu'il y avait des photos de lui qui avaient été envoyées à Christine. Et donc ces photos avaient été prises par Daniel lui-même. C'est-à-dire qu'il avait mis son téléphone en équilibre contre un pneu de voiture et il avait mis le retardateur pour faire semblant qu'il était pris en photo à son insu. Mais quand les policiers lui disent qu'Anthony a un alibi en béton armé et que c'est sûr et certain que ce n'est pas lui, eh bien Daniel donne une autre version des faits. Il décrit Christine comme une femme infidèle. Il dit qu'il savait qu'elle avait des amants, enfin qu'en tout cas il s'en doutait, parce qu'elle sortait toujours le soir et qu'elle rentrait tard, qu'elle ne lui donnait pas d'explication, qu'il avait l'impression qu'elle fuyait le foyer. Alors en réalité, je pense que Christine fuyait le foyer parce qu'elle n'en pouvait plus de son mari,
pas parce qu'elle avait un amant, d'ailleurs elle n'avait pas d'amant, hein. Elle était trop occupée avec ses enfants et son travail pour aller voir ailleurs, mais bref, ça fait partie du plan de Daniel, puisqu'après la mort de Christine, il y a un message qui a été envoyé à 2 personnes, à Lars, le frère de Christine, ainsi qu'à l'inspecteur Martinez, je vous rappelle que c'est l'inspecteur qui se chargeait du dossier sur le harcèlement. Ce message a été envoyé depuis le téléphone de Christine, et voici ce que dit ce message. « Je ne peux pas continuer comme ça, j'avoue tout. Ça fait 18 mois que j'ai un amant. On a fait croire que c'était Anthony et on a harcelé Dan. Je viens de quitter mon petit ami et on va venir au commissariat pour faire une déposition. On sera là dans 30 minutes. » Le problème, c'est qu'au moment où ce SMS a été envoyé, Christine était déjà morte et Daniel était au travail. Les policiers ont réussi à déterminer qu'au moment où le SMS a été envoyé, l'écran du téléphone de Christine était éteint. Donc, ils estiment que cet SMS a été planifié par Daniel avant de partir au travail. Et d'ailleurs, le SMS dans lequel elle lui disait avoir rendez-vous avec l'inspecteur Martinez et dans lequel elle lui demandait d'aller chercher leur fille à l'école est également un SMS qui a été écrit par Daniel, puisque Christine était déjà morte aussi à ce moment-là. Elle n'avait pas du tout rendez-vous avec l'inspecteur Martinez. Daniel a inventé ça, en gros, pour faire croire que sa femme cachait des choses et qu'elle lui avait menti, alors qu'en fait, elle allait voir son amant. Enfin bref, c'est une espèce de scénario qu'il avait inventé. Imaginez quand même à quel point ce type est tordu. Je vous rappelle qu'il a aussi appelé la maman de Christine pour lui demander de passer à la maison, voir si tout allait bien, en sachant pertinemment qu'elle allait tomber sur le corps de sa fille. C'est horrible. D'ailleurs, puisqu'on parle de la maman de Christine, c'était la seule et unique personne dans l'entourage de Christine qui savait que c'était Daniel le harceleur. Pas parce qu'elle avait des preuves, mais c'était son intuition de maman. Elle connaît Anthony personnellement, elle l'a vu quand sa fille était en couple à l'époque, il était de boule d'air comme eux, donc c'est quelqu'un qu'elle connaît et elle n'imagine pas une seule seconde Anthony capable de faire une chose pareille. C'est un plan quand même très complexe, il faut quand même être bien tordu et y avoir réfléchi longuement. Donc elle ne voit pas du tout Anthony capable de faire un truc comme ça. Donc elle s'est dit par contre Daniel, là j'ai des doutes, puisque Daniel, elle ne l'a jamais trop aimé. C'est quelqu'un qu'elle estime faux. Elle a l'impression que c'est quelqu'un qui est un faux gentil, qui se fait passer pour quelqu'un de doux, mais qui, au final, a beaucoup de haine à l'intérieur de lui et qui peut exploser à tout moment. En tout cas, c'est le feeling qu'elle avait quand elle était en sa compagnie. Et elle a tenté d'en parler à Christine, mais Christine ne voulait rien savoir. Pas qu'elle souhaitait défendre Daniel, hein, vous savez quelle était la situation entre eux, mais c'était inimaginable pour elle de penser que son mari avait pu faire ça, et on la comprend, c'est quand même dingue. Je pense que personne ne peut imaginer que son partenaire puisse être capable d'une chose pareille. Et étant donné que Christine avait un fort caractère, sa maman a préféré ne pas trop insister parce qu'elle avait peur de s'embrouiller avec sa fille, mais en tout cas quand les policiers lui ont annoncé que c'est lui qui était derrière le harcèlement et le meurtre de Christine, elle n'était pas du tout étonnée. Mais Daniel, lui, n'a jamais rien avoué. Il se présente comme une espèce de victime, un homme meurtri qui était profondément amoureux de sa femme, qui ne voulait pas divorcer et qui devait faire face à une femme froide qui s'éloignait de plus en plus de lui et qui lui cachait des choses, puisque je vous rappelle qu'en interrogatoire, il l'a fait passer pour une infidèle. Il est notamment très énervé qu'elle ait mis 1 mois à lui parler du harcèlement et qu'elle ait préféré se confier à son frère. On peut alors imaginer qu'il a fait ça pour tenter de reconquérir sa femme, en pensant que face à ce harcèlement, il allait être là pour la protéger comme un chevalier blanc et qu'elle allait retomber dans ses bras. Mais ça n'a pas fonctionné puisque Christine n'a plus du tout de sentiments pour son mari. Pour en revenir à l'interrogatoire, Daniel est de plus en plus agacé à mesure que le temps passe, puisque les questions des enquêteurs se font de plus en plus pressantes et elles sont de plus en plus dérangeantes pour lui. Lui n'arrête pas d'essayer de changer de sujet, il demande sans arrêt où se trouve le corps de Christine, si elle est encore dans la maison, où est-ce qu'elle a été retrouvée à l'intérieur de la maison, si elle a réussi à se défendre, si elle a réussi à tirer des coups de feu en direction de son agresseur. Ce sont des questions très glauques, en sachant qu'il a la réponse déjà à ces questions-là et que c'est lui qui l'a tuée. Donc bien évidemment, les policiers ignorent ces questions, ce qui énerve Daniel qui n'arrête pas de les reposer. Ils finissent l'interrogatoire en lui exposant toutes les preuves qu'ils ont contre lui et en lui demandant de s'expliquer.
Mais Daniel répond simplement qu'il n'a rien à voir avec tout ça. Il se met à devenir très froid, très énervé, glacial. Et il dit au policier qu'il est impossible qu'il ait fait une chose pareille, puisque ça voudrait dire qu'il a volontairement fait du mal à ses enfants. D'ailleurs, en parlant de ces enfants, ils ont été ramenés par les inspecteurs dans la salle d'interrogatoire pour que ce soit Daniel lui-même qui leur annonce ce qui était arrivé à leur maman. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ce choix, je trouve ça particulièrement horrible quand on sait que c'est lui qui l'avait tué. Mais en tout cas, voilà, ça s'est bien passé avec les enfants, hein. C'était un moment très triste, bien évidemment, mais Daniel ne leur a pas fait de mal ou quoi que ce soit. Il a pris des pincettes pour leur expliquer les choses. Bon, voilà. Ensuite, heureusement, les enfants ont été confiés non pas à leur père, mais à leurs grands-parents maternels. Et Daniel a eu l'interdiction de rester seul avec ses enfants. Il pouvait aller les voir, mais ne jamais rester seul avec. Les preuves contre Daniel sont accablantes. Alors, je précise quand même que les armes du crime n'ont jamais été retrouvées. Il n'y a pas de preuves ADN ou de traces de sang appartenant à Daniel, mais il y a quand même largement assez de preuves pour l'inculper. En effet, tous les messages et emails qui ont été envoyés à Christine proviennent d'une seule et même adresse IP, celle du bureau de Daniel. Alors, il répond à ça, bien évidemment, que bon, c'est normal, c'est parce que le harceleur venait dans son entreprise. D'ailleurs, il a même pris une photo de lui devant son entreprise, donc ça prouve qu'il s'est rendu sur place. Mais bon, il y a également un de ces messages qui a été envoyé depuis leur maison. Et le jour où Daniel a acheté le téléphone prépayé qu'il a utilisé pour envoyer les messages, il a envoyé un message test depuis son téléphone professionnel vers le téléphone prépayé pour vérifier qu'il marchait bien. Pas très malin de sa part. Pas très malin non plus d'avoir cherché sur Google avec quelle force faut-il frapper quelqu'un pour qu'il perde connaissance la veille du meurtre. Et quand il a acheté le téléphone prépayé suspect avec une carte cadeau à son nom, ce n'était pas non plus du génie. Si vous vous posez la question des caméras, elles ont mystérieusement été déconnectées pile au moment du meurtre, et il y a un morceau de scotch bleu qui a été retrouvé sur l'objectif d'une des caméras, celle de la porte d'entrée. Et bizarrement, juste après le meurtre, hop, elles sont réactivées et on voit Daniel partir au travail 20 minutes plus tard que d'habitude. Très suspect. Je précise que ces caméras sont contrôlées par une application qui elle-même est protégée d'un mot de passe, et les seules personnes qui avaient ce mot de passe étaient Christine, Daniel et leur fille aînée. Daniel est arrêté 2 jours après son premier interrogatoire, donc ça a été plutôt rapide. Il se trouvait sur le parking d'un supermarché au moment où les policiers lui ont passé les menottes, et en fouillant son véhicule, ils sont tombés sur une lettre d'adieu. Daniel comptait mettre fin à ses jours. Il a été arrêté pile à temps, et il a pu être traduit en justice. Voici ce que dit la lettre. Ce n'est pas un aveu de culpabilité, mais une déclaration d'innocence. Je ne sais pas ce qui est pire, de ruiner ma famille pour avoir un futur avec mes enfants, ou de rendre mes enfants orphelins pour leur assurer un avenir. J'ai appris tellement de choses avec l'enquête que j'aimerais ne jamais avoir entendu. Le pire, c'est à quel point on m'a menti et on s'est servi de moi. Je préfère emmener tout ça dans la tombe plutôt que ce soit rendu public et que mes enfants entendent ça. J'espère qu'ils n'apprendront jamais ce qu'a fait et dit leur mère. J'hallucine à quel point les mensonges à mon sujet ont pu détruire ma vie en l'espace de quelques mois. Mon nom et ma réputation sont entachés pour toujours et je n'ai même pas pu me défendre. Le système judiciaire est une vaste blague et je ne suis qu'une victime de plus qu'on oubliera. Mon cœur et mon âme sont intacts, je n'ai rien sur ma conscience et tout ce que j'espère, c'est de protéger mes enfants et de faire en sorte qu'ils ne manquent de rien. Tout ce que je fais, c'est pour eux. J'ai été trahi par tellement de personnes, alors je donne à mes enfants ce qu'il reste de moi et je pars rejoindre ma femme. Je vous aime avec tous les morceaux de mon cœur brisé, Daniel Krug. Daniel demande immédiatement à avoir l'aide d'un avocat. Et il ne dit rien de plus que ce qu'on sait déjà. Il continue de nier. Je n'ai pas énormément d'informations sur le procès, ce qui est assez étonnant puisque ça arrive très souvent que les procès, en tout cas des grosses affaires américaines, soient filmés intégralement et rediffusés à la télé et sur Internet.
Mais là, ce n'est pas le cas. Donc, je n'ai pas tous les détails de ce procès. Ce qu'on sait en tout cas, c'est que Daniel a plaidé non coupable et que son avocat a misé sur le manque de preuves physiques pour tenter de l'innocenter. Ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas suffi à convaincre les jurés qui l'ont déclaré coupable de meurtre au premier degré, de harcèlement, ainsi que d'usurpation d'identité dans le but de commettre un crime. Et pour tout ça, il a pris une peine de prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Il passera donc le restant de ses jours derrière les barreaux. Avec Christile, Daniel n'en était pas à son coup d'essai, puisqu'avant de la rencontrer, il a été en couple avec une autre jeune femme avec qui ça s'est très bien passé. Daniel était un partenaire plutôt courtois. Tout se passait bien, mais au moment de la rupture, cette femme s'est mise à recevoir des messages du coloc de Daniel, un coloc qui s'appelait Tom, qui existait, qu'elle connaissait. Et Tom passait son temps à demander à cette jeune femme de rester en contact avec Daniel parce qu'il s'inquiétait pour lui. Daniel était triste, Daniel passait des mauvaises journées, il avait des pensées noires, il parlait de mettre fin à ses jours. Et cette femme avait tellement pitié qu'elle restait effectivement en contact avec Daniel pour le réconforter. Et puis un jour, elle s'est mise à recevoir des messages d'un autre homme, un homme qui disait être militaire et qui la mettait en garde car ses collègues racontaient partout qu'elle était une fille facile. Mais à la suite de cette seconde vague de messages, cette jeune femme a décidé d'enquêter. Elle connaissait le corps d'armée dans lequel cet homme était. Donc elle a contacté certains de ses collègues pour leur demander si c'était vrai. Ils lui ont répondu que c'était n'importe quoi. Et elle a découvert le poteau rose, c'est-à-dire que c'était Daniel derrière tous ces messages, les messages du coloc et les messages du militaire. Elle a demandé une ordonnance de protection temporaire contre lui, mais finalement il l'a laissé tranquille, puisque dans la foulée, il a fait la rencontre de Christile. Depuis sa cellule de prison, Daniel a continué à faire des siennes, puisqu'il a donné une interview dans laquelle il raconte, encore une fois, qu'il est innocent et que tout ça est un coup monté de la famille de Christile. Il estime que les proches de Christile souhaitent le détruire et lui prendre tout son argent et qu'ils ont donc manigancé toute cette histoire pour le faire tomber. Les proches de Christile, de leur côté, sont très énervés contre la police. Ils estiment qu'ils n'ont pas fait assez au moment où Christile les a informés de ce harcèlement qu'elle subissait. En effet, je vous rappelle qu'ils ont indiqué qu'ils savaient que Daniel était le harceleur depuis début novembre. Or, ils n'ont rien fait à ce moment-là. Christile a été assassinée 1 mois et demi après, à la mi-décembre. Ils se défendent en expliquant qu'ils étaient en train d'essayer d'obtenir des preuves solides pour agir, que ça prenait du temps et qu'ils ne s'attendaient pas à ce que ça aille aussi loin. Mais Lars, le frère de Christile, n'accepte pas ces explications. Il estime que c'était évident que sa sœur était en danger, les messages qu'elle recevait étaient très effrayants. Elle leur avait signalé qu'on la suivait, que la personne avait des informations très précises sur elle, la menaçait de mort. Et ok, peut-être qu'il ne pouvait pas agir avant d'avoir des preuves solides, mais il pouvait au moins faire une chose, prévenir sa sœur, pour qu'elle puisse quitter son mari et se mettre en sécurité. Christile vivait dans la peur, et à juste titre. Le problème, c'est qu'elle tentait de se défendre d'une agression extérieure, qui n'existait même pas. Le danger était dans son propre foyer. Christile, initialement, voulait quitter son mari une fois que ses enfants auraient terminé le lycée. Mais elle n'en pouvait tellement plus de lui qu'elle avait décidé de changer de plan et de le quitter le plus vite possible. Elle attendait simplement d'avoir des preuves de sa violence envers les enfants pour avoir leur garde. Je trouve que c'est important de parler de cette histoire aujourd'hui, puisque c'est une preuve supplémentaire que le harcèlement n'est pas pris assez au sérieux. En France, mais aussi aux États-Unis, comme on a pu le voir. Bien souvent, les policiers ne veulent ou ne peuvent rien faire, et il faut attendre qu'un drame arrive pour que les choses bougent. Et encore. Parfois, il n'y a même pas de condamnation. Sur ce, c'est la fin de cette histoire. N'hésitez pas à liker et à booster la vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines affaires.